Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour cette troisième partie de notre podcast sur Venezuela, Chine, États-Unis, Taïwan. On va continuer cette série en essayant de se pencher sur précisément la problématique de la présence chinoise en Amérique du Sud et est-ce que l'enlèvement de Maduro, est-ce par les États-Unis, la seconde administration Trump plus précisément, pas tout à fait exactement les États-Unis, est-ce que ça change la donne pour la Chine? Est-ce que c'est vraiment un coup porté à la présence chinoise en Amérique du Sud dans ce qui est considéré comme une zone d'influence proprement américaine? On va d'abord, pour expliquer ça, revenir un peu sur l'histoire des relations entre la Chine et le Venezuela. Donc ces relations, elles ont connu une transformation radicale en 2007 avec la création d'un fonds commun de 6 milliards de dollars entre la Banque de développement de la Chine et le Fonds national vénézuélien du développement. On estime que les institutions financières chinoises ont accordé au Venezuela environ 60 milliards de dollars américains de prêts ces 20 dernières années, soit près de la moitié des prêts chinois engagés en Amérique latine, c'est-à-dire une somme extrêmement importante. Donc plus encore, si l'on regarde les données de Aid Data, le Venezuela serait en fait le quatrième plus grand bénéficiaire de prêts des bailleurs de fonds officiels chinois au niveau mondial, avec 106 milliards de dollars d'engagement, donc cette fois-ci d'engagement, entre 2000 et 2023. Alors par rapport à ces prêts, à ces engagements de prêts, ce qui avait eu un mécanisme de remboursement qui était lié au fait que le remboursement des prêts se faisait en fait en nature. Et par quelle nature? La livraison de pétrole brut, bien sûr. Mais en fait, à partir de 2016, il y a eu des difficultés de paiement. Le gouvernement a connu d'importants arriérés de paiement. Et aujourd'hui, on estime que les obligations liées à la dette chinoise représentent environ 10% de la dette totale du Venezuela. 10%, c'est pas énorme, mais ça reste une somme importante. Surtout que tous ces prêts, ces engagements de prêts et cette dette, c'est quelque chose qui, faut voir comment ça évolue, mais qui peut-être pourrait plus difficilement aller du Venezuela à Pékin si la mainmise se confirmait, si la mainmise de la seconde administration Trump sur la Venezuela se confirmait. Un rendu possible, on le rappelle, par l'éviction, le kidnapping de l'ancien président, apparemment plutôt illégitime du point de vue des dernières élections 2024, Nicolás Maduro. Donc le Venezuela, pour la Chine, c'était un État important. C'est pas simplement un partenaire commercial, mais c'était en fait la pierre angulaire de la stratégie qui vise à créer un avant-poste des roues de la soie au port des États-Unis. Et plus globalement, il faut mettre ça dans la structure globale, à savoir la présence chinoise en Amérique latine. Alors, il faut savoir que les échanges commerciaux entre la Chine et l'Amérique latine ont atteint un record de 518 milliards de dollars en 2024. La Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Amérique latine et le premier pour l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est très important. On voit que aujourd'hui, la Chine est le number one dans la région. C'est pour ça que il y a cette volonté donc de reparler, donc de revenir à la doctrine Monroe du point de vue du gouvernement américain. Donc on a évoqué la notion de sphère d'influence, le fait que les États-Unis voudraient gouverner l'Amérique, donc en passant du Groenland au Panama, en s'appropriant les deux voies d'accès principales entre les deux parties du monde, à travers donc vers le bas le Panama et vers le haut le Groenland, et donc gouverner l'Amérique. Et il y aurait donc même cette idée des sphères d'influence, on en reviendra quand on parlera de Taïwan, idée que donc les États-Unis reprendraient la main sur l'Amérique latine, donc de l'Argentine au Groenland, et laisserait donc l'Europe à la Russie en n'aidant pas l'Ukraine, et donc a fortiori on pourrait laisser le Taïwan à la Chine dans une sorte de deal à trois
qui serait plus ou moins non officielle, voilà, qui serait plus ou moins. Ça fait partie en fait d'une certaine analyse qui personnellement ne me convainc pas beaucoup, puisque la présence, je vais juste donner une raison pour laquelle je trouve pas que la notion de sphère d'influence marche véritablement pour expliquer la géopolitique. Tout simplement, vous avez 400 bases militaires des États-Unis dans le Pacifique. Je vois mal les États-Unis céder ces bases-là pour avoir un peu plus d'influence dans l'Amérique latine. C'est-à-dire, je vois mal les États-Unis partir de Okinawa et de Guam simplement et les laisser à la Chine, par exemple, ne plus les défendre simplement pour avoir un peu plus de poids en Amérique latine. Je pense que c'est pas du tout vers ça qu'on se dirige, et donc ça limite fortement cette notion de sphère d'influence pour expliquer la géopolitique actuelle. Okay. Donc, ce qui est vrai, par contre, c'est aussi que donc cette idée de revenir à la doctrine Monroe, c'est en fait aussi, même si on veut le présenter comme quelque chose d'horrible et de montrer que les États-Unis reviennent au 19e siècle, oui, mais justement cette doctrine Monroe, elle avait été établie donc en fait au début du 19e siècle. Donc en 1823 très exactement, donc il y a presque 200 ans. Et à l'époque, si l'idée c'était de dire que l'Europe devait plus, et notamment donc l'Espagne en premier chef, ne devait plus s'occuper donc de l'Amérique latine, que c'était à la fois pour des raisons donc d'indépendance de ces pays-là. L'Amérique était à ce moment-là indépendante que seulement depuis 40 ans. Et aussi parce que ça devait devenir le précaré américain. Donc c'est deux raisons. Évidemment, s'il y a la volonté de le remettre en place aujourd'hui, d'en refaire un objet de discours, c'est parce que la Chine est aujourd'hui prépondérante, presque prépondérante en Amérique latine. On avait l'Amérique latine, donc deuxième partenaire commercial, premier pour l'Amérique du Sud. Et c'est donc, elle a pris donc la place des États-Unis par rapport à ça. Et au niveau du pétrole, on peut évaluer à 13% la part du pétrole que la Chine importe de cette région. Et la Chine, elle est elle-même le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde. Donc c'est une région qui est importante pour la Chine, importante à plein de niveaux, on l'a dit. Et d'autant plus que pour le Venezuela, alors il y a toute une question de savoir est-ce que donc cette intervention, est-ce qu'elle a pour but donc de prendre possession des réserves de pétrole? Alors c'est vrai que c'est important de toujours souligner cet aspect, on va dire ressources, mais il faut pas croire que tout repose simplement sur des ressources, que toutes les relations internationales se comprennent simplement en géopolitique des ressources, que tout tourne autour de l'eau, autour du pétrole ou autour de l'uranium. Oui, ça fait partie des points. Ça fait partie des points d'ancrage, ça fait partie des points de rationalité économique, géopolitique, mais c'est pas non plus la seule motivation qui pousse les acteurs géopolitiques, étant donné par exemple que oui, il est vrai que apparemment du point de vue des ressources estimées, c'est-à-dire des ressources estimées, des réserves, ce qu'on appelle les réserves prouvées, c'est-à-dire qu'on estime que ces réserves prouvées au Venezuela, ça serait 17% du total mondial, ce qui en ferait la première au monde. Mais en fait, le problème c'est que c'est un pétrole qui est extrêmement lourd, qui est extrêmement difficile à exploiter parce qu'il est très lourd, parce qu'il est acide. Évidemment, en tant que tel, il a aussi sa propre valeur en tant que pétrole brut lourd. Il a sa valeur aussi dans l'économie mondiale. Mais on estime qu'il faudrait environ 100 milliards de dollars sur 10 ans pour pouvoir véritablement le rendre rentable. Donc, est-ce que c'est la seule raison qui a poussé les États-Unis à cette action-là? Sans doute pas. Est-ce que, évidemment, si on le met ça dans un cadre un peu plus large, il est évident que les États-Unis vont chercher de plus en plus par tous les moyens à raréfier l'accès de la Chine à l'or noir pour contrebalancer leur dépendance aux terres rares. Mais on est très 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 loin encore de la domination américaine sur 90% de l'or noir, de même que la Chine a 80% de monopole sur les terres rares.
Donc il y a encore un grand chemin à faire. Et par rapport donc à l'Amérique du Sud, est-ce qu'une telle action, est-ce que véritablement ça va, on va dire, freiner, ou on va dire retarder, ou même, on va dire, amoindrir la force de la présence chinoise en Amérique du Sud, en Amérique latine? C'est pas tout à fait sûr. D'une part parce qu'au niveau idéologique, finalement les États-Unis sont un peu perdants. La Chine va pouvoir dire très facilement que ça prouve que les États-Unis c'est le symbole de l'Occident, c'est le symbole de l'impérialisme. Ils peuvent enlever des présidents, donc c'est pas du tout des acteurs crédibles et que seule la Chine offre une alternative économique sans interférence politique. C'est le discours qu'elle peut avoir par rapport aux acteurs de l'Amérique du Sud et de l'Amérique latine, et ce discours il passera encore mieux maintenant qu'avant. Donc ça, c'est pas sûr que en fait la Chine sorte forcément purement perdante. En même temps, et pour finir sur ça, en même temps, puisque tout est très dialectique, en même temps, c'est vrai aussi que il est possible que la présence chinoise en Amérique latine, en Amérique du Sud, ait atteint une sorte de pic, puisqu'on a vu, on a vu par exemple il y a eu toute cette question dont on a parlé autour du Panama. On sait que les États-Unis cherchent à racheter les institutions portuaires du Panama qui appartenaient à un conglomérat hongkongais. C'est pas fini. On a vu aussi que le Mexique avait établi des droits de douane à 50% pour taxer les produits chinois. Donc, il est possible que la Chine commence à trouver des bâtons dans ses roues venant des États-Unis par rapport à sa présence en Amérique latine, et que cette action au Venezuela sert à marquer le coup. Mais il faut voir plus dans la durée si véritablement ça va avoir un impact, et si ça peut pas être contre-productif, comme on l'a dit, au niveau idéologique, c'est-à-dire en faisant que ces pays se méfient encore plus des États-Unis et donc par conséquent s'ouvrent encore plus à la Chine. Donc c'est quelque chose où justement, et c'est possible aussi évidemment, qui est le réflexe inverse, c'est-à-dire que trop de dépendance à la Chine montre que ça pourrait aussi induire une action militaire du jour au lendemain des États-Unis. Donc il y a l'Amérique latine se trouve dans cette posture ambivalente, et sans que ça, on va dire pour l'instant, ruine la présence chinoise en Amérique du Sud. Il est probable que ça puisse on va dire la ralentir, mais les États-Unis doivent surtout, s'ils veulent véritablement avoir une influence sur le continent, doivent surtout avoir la capacité de contrebalancer la Chine là où elle est la plus forte, c'est-à-dire au niveau des échanges commerciaux avec cette région-là, et pour l'instant on n'y est pas. Et les États-Unis ne peuvent pas non plus multiplier les interventions américaines contre tous les régimes qui leur déplairaient dans la région. Il est possible qu'ils n'aient pas non plus la capacité de le faire. Donc voilà, donc ça c'est notre troisième podcast sur ce sujet-là. Dans le quatrième et dernier podcast, on reviendra ensuite sur la question de Taïwan et de la Chine. Qu'est-ce que ça signifie l'exemple du Venezuela par rapport à cette problématique qui est la plus locale et la plus pressante pour nous. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.